Mars 2026, le bastion de Saint-Denis, verrouillé depuis des décennies par les appareils politiques traditionnels, vient de tomber. Et pas d'une courte tête au second tour, hein. Ouais, non, dès le premier tour. La ville n'a pas basculé à droite, en fait, elle a été remportée par celui qu'on appelle l'enfant de Saint-Denis. Un homme d'origine malienne, c'est ça. Exactement, un homme qui a complètement contourné, ou plutôt transcendé, je dirais, la vieille garde. Et le truc, c'est que c'est pas du tout un incident isolé. Non, clairement pas. Ce printemps-là, les fondations même du pouvoir local dans les périphéries urbaines ont tremblé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lance dans une analyse approfondie de ce séisme politique. La mission de notre plongée du jour, c'est de décrypter l'élection d'au moins 12 maires issus de la diaspora africaine à travers la France. C'est un sujet fascinant. Je suis ravie d'explorer ça avec toi, car on parle d'une base électorale historiquement reléguée au second plan, qui, soudainement, prend les commandes de ses propres territoires. Oui, on va s'appuyer sur des analyses politiques, des données démographiques et des revues de presse pour comprendre ça. Bon, décortiquons ça, parce que le terme séisme que tu as utilisé, il est vraiment approprié, non? Ah oui, totalement. Il ne s'agit pas juste d'un changement de casting ou d'une alternance de façade pour satisfaire des quotas. C'est vraiment une redéfinition structurelle du pouvoir sous la Ve République. Et c'est là que ça se corse, cette victoire vient avec d'immenses zones d'ombre, n'est-ce pas? Tout à fait. L'accession à ces fauteuils révèle des frictions intenses, un rejet frontal d'une partie des médias et surtout un piège institutionnel redoutable qu'on appelle la falaise de verre. Purée, la falaise de verre. On va y revenir parce que c'est un concept incroyable. Mais d'abord, pour vraiment saisir comment on en est arrivé là, je pense qu'il faut regarder qui sont ces nouveaux maires. Oui, on passe de l'idée abstraite de la diversité à des vraies figures ancrées sur le terrain. Voilà. Prenons le cas de Bali Bagayoko à Saint-Denis. Son parcours illustre parfaitement l'effondrement de l'ancien modèle. Tu sais, pendant des décennies, cette ville était gérée par un système communiste puis socialiste basé sur le patronage. Une sorte de redistribution, hein. C'est ça. Mais Bagayoko, qui est soutenu par la France insoumise, c'est pas un candidat parachuté par Paris. Sa légitimité s'est forgée en bas, dans la rue. C'est la fin du courtage politique. Ce moment où les vieux élus venaient juste chercher les voix des quartiers populaires en échange de quelques subventions. Et ce rejet-là, il est partout. Regarde Mélissa Youssouf à Villepinte. Ah, Mélissa Youssouf, oui. Une élection fulgurante. Franco-comorienne, sous la bannière de l'Union de la gauche. Et elle gagne pas de justesse, hein. Elle écrase le second tour avec 66,76% des suffrages. Un raz de marée. Ce qui est très intéressant dans les sources concernant son profil, c'est qu'elle a un ancrage associatif profond, mais c'est aussi une vraie professionnelle de la politique. Elle était vice-présidente du conseil départemental. Exactement. Et puis il y a des maires qui cassent complètement l'imaginaire qu'on plaque sur les banlieues, comme Mariam Tamatavarin à Yèble. Oui, son approche est hyper novatrice. Elle ne fait pas que du sécuritaire ou du social, elle axe sa politique sur l'écologie, notamment la protection de la biodiversité nocturne contre la pollution lumineuse. C'est hyper technique, quoi. Totalement. C'est une vraie démonstration d'expertise. Et on voit ça aussi avec Ali Douara à La Courneuve, Idir Boumerti à Vénissieux ou Sofiane Karoumi à Aubervilliers. Tu sais, en lisant tout ça, ça m'a fait penser à une image très précise. C'est comme une racine d'arbre qui finit par fracturer le béton d'un trottoir. Oh, j'aime beaucoup cette image. Pendant des années, ces communautés ont été la base électorale, le terreau, sous le béton de la gauche traditionnelle. On leur demandait juste de voter. Sauf que la racine a grossi. Et en mars 2026, le béton a cédé. Ils ne veulent plus confier les clés à d'autres. C'est exactement la fin de la représentation par procuration. Et cette métaphore de la racine, elle illustre bien ce que les analystes appellent la double légitimité. La double légitimité, c'est-à-dire? Ces nouveaux maires ont un ancrage populaire ultra-local, les associations, le militantisme, mais ils ont aussi une forte professionnalisation politique. Ce sont des stratèges qui maîtrisent les rouages des partis, comme LFI. D'accord. Mais si le béton a cédé partout en même temps, c'est qu'il y avait une pression dingue en dessous. La démographie joue un rôle massif là-dedans. Absolument. Si on relie ça au contexte global, cette victoire, c'est la traduction mathématique d'une mutation sociologique. La Seine-Saint-Denis est l'épicentre, mais ça touche aussi Lyon et Marseille. Les chiffres de nos sources sont dingues. Dans des villes comme Villepinte ou La Courneuve, la proportion d'habitants nés à l'étranger ou avec un parent immigré a grimpé de presque 10 points entre 2006 et 2022. Oui, et sachant que près de la moitié des immigrés en France viennent du continent africain, la donne a changé.
Cette nouvelle génération est hautement diplômée et stratégique. Ça dessine vraiment une nouvelle France. Une France plus féminisée, assumée par des personnes racisées et plus soucieuse de l'environnement, ouais. Mais alors, l'ironie, c'est le contraste avec le gouvernement central à la même époque. Ah oui, le fameux discours d'Emmanuel Macron du 8 janvier 2026. Voilà. Il fait ce discours, il appelle à, je cite, mobiliser nos diasporas encore davantage, et il dit que le partenariat africain est clé. C'est fou, non? L'État veut utiliser cette diaspora pour des trucs comme Digital Africa pour l'économie. C'est une vision très utilitariste, oui. Et pendant ce temps, sur le terrain, cette même diaspora vient de prendre le pouvoir local, avec des revendications politiques hyper radicales. Genre, ils appellent à une 6e république. C'est un décalage vertigineux. D'un côté, on les voit comme des outils de soft power économique, et de l'autre, eux, ils revendiquent le pouvoir régalien local. Et c'est justement ce refus de rester à leur place assignée qui provoque un tel contre-coup. Oui, parce qu'un changement de paradigme aussi brutal, ça passe pas inaperçu. Avec la lisibilité, la résistance a été féroce. Très féroce. Nos sources rapportent des réactions parfois violemment hostiles. On l'a vu avec l'incident de Bolbec. Ah oui, rapporté par France 3, des propos racistes tenus par un candidat en pleine campagne. Et à un niveau plus national, il y a eu cette tribune de SOS Racisme dans Libération. Ils ont dénoncé la chaîne CNews pour la diffusion d'insultes quasi quotidiennes envers les Noirs, les Arabes, les musulmans et les immigrés. Et ça tombe exactement au moment où cette jeune génération de maires émerge. SOS Racisme alerte même sur l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Alors, petite parenthèse pour notre auditoire. Oui, c'est important de le préciser. Notre rôle ici n'est pas de valider un camp politique ou l'autre. Les sources qu'on analyse montrent un paysage français extrêmement polarisé, entre la gauche du LFI et les mouvements conservateurs ou d'extrême droite. Nous, on observe juste factuellement comment ces élections déclenchent des fractures idéologiques. Tout à fait. C'est une observation sociologique de cette polarisation. Mais du coup, je te pose la question. Ce racisme assumé dans certaines campagnes, c'est le chant du cygne d'un ancien monde terrifié par le changement, ou c'est le symptôme d'un système politique qui refuse fondamentalement de s'adapter? C'est probablement les deux. Il y a la panique de la vieille garde qui perd ses bastions, c'est certain, mais ça montre aussi que l'establishment a du mal à mettre à jour son logiciel. Accepter ses maires, c'est accepter que le récit national a changé. Oui. Et cette résistance, elle ne se limite pas aux médias. Le danger le plus immédiat pour ces maires, il est purement mathématique. Et financier. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On arrive à ce fameux concept. La falaise de verre, the glass cliff en anglais. Et là, j'adore cette notion, analytiquement parlant. Imaginez, pour quiconque nous écoute, vous recevez enfin les clés du navire que vous revendiquez depuis des années. Vous montez à bord, triomphant. Et la surprise. Et là, vous réalisez que la coque est percée, le réservoir est vide, et l'ancien capitaine est parti avec tous les canaux de sauvetage. C'est ça, la falaise de verre. C'est exactement ça. En psychologie des organisations, c'est le fait de placer des personnes issues de minorités à des postes de direction précisément au moment où le risque d'échec est critique. Et là, le risque critique, c'est le budget. Oui, le mandat de ces maires débute avec une purge fiscale historique. Le gouvernement exige un effort de 4,6 milliards d'euros des collectivités locales. Et l'Association des maires de France, l'AMF, alerte que c'est en réalité une saignée de 7,5 milliards d'euros. C'est colossal. Donc ces maires héritent de communes structurellement appauvries qui dépendent beaucoup des dotations de l'État au moment exact où cet État se désengage. Donc le piège est refermé. On leur donne le pouvoir au moment où ils n'ont plus les moyens de l'exercer. Et si les écoles ne sont plus chauffées ou les rues plus entretenues, on dira « Regardez, ils sont incompétents ». Voilà, c'est le test ultime. S'ils veulent survivre à cette amputation budgétaire sans trahir leur base populaire, ils vont devoir innover radicalement. Et comment ils font ça, concrètement? Nos sources en parlent. Oui, ils se tournent massivement vers l'économie sociale et solidaire. Et surtout, ils commencent à activer des réseaux transnationaux liés à la diaspora pour attirer des investissements en contournant le circuit classique de Bercy. Ouah, c'est vraiment la nouvelle France qui se bat pour exister à l'échelle locale, coincée entre des espoirs immenses de la population et une réalité financière brutale de l'État. La question, c'est de savoir si c'est le début d'un vrai changement durable ou juste une illusion institutionnelle qui va s'effondrer. L'horizon de la présidentielle de 2027 nous le dira. C'est clair. Pour résumer, l'élection de ces 12 maires, c'est pas juste une statistique, c'est l'histoire en marche.
Mais avant de se quitter, je crois que tu avais une dernière pensée tirée de nos documents, un truc qui va bien faire réfléchir notre auditoire. Oui, une réflexion vertigineuse sur la dimension internationale de tout ça. Ces élus ne gèrent pas que du local. Ils lient souvent leur combat à des mouvements décoloniaux mondiaux. Ouais, j'ai vu ça. Par exemple, beaucoup soutiennent la résolution de l'ONU de 2026 qui qualifie la traite des esclaves africains de plus grave crime contre l'humanité. Ah ouais, c'est pas juste refaire les trottoirs de la mairie, là. Exactement. Et ça soulève une vraie question. Si cette génération survit à la falaise de verre locale, pourrait-elle, à terme, redéfinir la manière dont la France interagit politiquement et moralement avec le reste du monde, notamment l'Afrique? Waouh! L'échelon municipal ne serait en fait que le camp de base d'une révolution diplomatique et mémorielle? C'est l'hypothèse que posent plusieurs observateurs, ouais. Eh bien, ça laisse vraiment songeur. Merci pour cet éclairage. Pour quiconque nous écoute, gardez l'esprit ouvert et critique. Le monde change sous nos yeux, parfois juste au coin de la rue, dans nos propres mairies. Merci à toi, c'était passionnant. À très vite pour une nouvelle analyse.